Cet après-midi, j'ai décidé de focaliser un petit peu les choses sur les spécificités pédiatriques des cholangites sclérosantes, et vous allez voir qu'en pédiatrie, nous, on a plusieurs formes. Donc, il y a des choses que je ne vais pas redire qui ont été dites déjà par Sarah. On est dans le cas d'une pathologie rare, qui l'est encore plus chez l'enfant, on verra sur la diapo juste après, qui est progressive et qui a une évolution qui peut être assez lente en fait chez l'enfant. Elle est effectivement primaire ou secondaire, et ça c'est un point important. En pédiatrie, on va y revenir juste après. En fait, initialement, c'était considéré comme une pathologie d'adulte, et puis en fait, on s'est rendu compte que ça peut survenir à tous les âges, et notamment, il y a des formes néonatales de cholangite sclérosante, avec des caractéristiques dans cette maladie qui sont vraiment propres à l'enfance, et c'est ce que je vais vous montrer. Donc c'est aussi une évolution dans cette pathologie qui peut être très longtemps silencieuse, d'autant plus chez l'enfant, et donc on va avoir parfois des diagnostics qui se font à l'âge adulte sur une complication, alors que l'évolution était déjà présente à l'âge enfant et qu'on n'avait pas particulièrement de symptômes pour pouvoir nous le permettre de le faire découvrir. Le pronostic, il est grévé par le cholangiocarcinome. C'est plutôt une préoccupation de l'adulte jeune, mais il y a des formes qui ont été découvertes aussi à l'âge de 15 ans. Et puis, donc, ça donne une cirrhose biliaire et une insuffisance hépatique. Donc pourquoi est-ce que le mot primitive est utilisé? En tout cas, quand on dit primitive, ça veut dire, dans la cholangite sclérosante primitive, c'est dont on ignore l'étiologie, et Sarah nous l'a très bien montré, hein, on a quelques pistes pour l'étiologie, mais le cercle global n'est pas absolument bien compris très précisément. Mais en pédiatrie, on a quelques formes qui vont être bien définies de cholangite sclérosante, et celles-là, on ne va pas les appeler primitives. On va avoir des anomalies congénitales avec des formes donc néonatales. L'atrésie des voies biliaires, ça en est une. On a aussi une forme qui s'appelle la cholangite sclérosante à début néonatal, avec une transmission qui est autosomique récessive. On a aussi des cholangites sclérosantes qu'on appelle secondaires, secondaires à une pathologie systémique. Ça peut être une pathologie infectieuse, ça peut être une pathologie obstructive, ça peut être un déficit immunitaire, ça peut être un lupus, ça peut être une histiocytose langerhansienne, etc. On a aussi les formes génétiques avec la mucoviscidose par exemple, le syndrome d'Alagille, et puis certaines mutations, notamment dans le gène ABCB4. Et puis il y a une forme qui est un peu particulière et qui est plus fréquente chez l'enfant, c'est celle de l'overlap syndrome, donc celle qui est auto-immune et qui est associée donc à une hépatite auto-immune. Et donc celle-là, on l'appelle la cholangite sclérosante auto-immune. Donc on a finalement toutes ces étiologies-là différentes, et ce qu'on va appeler primitive en pédiatrie, c'est finalement celle qui va répondre à aucune des définitions précédentes, ce qui est un peu différent de votre définition chez l'adulte. En termes d'épidémiologie, de façon générale, elle est assez difficile à définir parce que c'est une pathologie rarissime et elle l'est encore plus rare en pédiatrie que chez l'adulte. Globalement, il y a quelques études, notamment américaines, qui montrent que l'incidence, elle est de 0,2 pour 100 000 enfants. Et la définition, elle est difficile à faire parce que c'est très rare et puis parce que, comme vous l'avez vu, c'est un groupe qui est très hétérogène. Dans 2 tiers des cas, c'est associé à une MICI, et cette MICI, elle peut arriver au moment du diagnostic de la CSP ou alors de façon complètement indépendante, avant ou après, il n'y a pas de chronologie à respecter. Il peut y avoir uniquement des atteintes des voies biliaires intrahépatiques, et puis on a à peu près 20% à 30% de la population qui vont avoir besoin d'une transplantation à moyen terme, c'est-à-dire pendant l'enfance. Donc il y a, étant donné cette hétérogénéité, une variabilité, mais il y a aussi dans la présentation au sein des mêmes groupes une variabilité qui va être clinique avec certains patients qui vont être complètement asymptomatiques, d'autres qui vont présenter des symptômes biliaires comme on peut l'imaginer et comme on le connaît, et puis certains qui vont avoir les complications de l'hépatopathie chronique. Globalement, chez l'enfant, il y a moins de 5% de pathologies graves du foie au diagnostic ou de sténose biliaire aussi au diagnostic. On a un peu de chronologie aussi qui montre certaines particularités cliniques. On va avoir les formes qui vont être chez l'enfant où ça va être beaucoup plus aspécifique dans la présentation clinique avec des retards de croissance, des retards pubertaires, et ça peut être le seul signe clinique qui existe, ou une asthénie. Les symptômes biliaires classiques vont être moins fréquents que chez l'adolescent où là, ça va ressembler un petit peu plus aux formes d'adultes avec une évolution qui va être un peu plus rapide.
Sur le plan biologique, les anomalies, elles vont être souvent discrètes, parfois absentes. Donc c'est la même répartition que chez vous, avec la seule différence adulte-enfant où nous, les phosphatases alcanines, on les regarde pas trop, étant donné la croissance, et on se base plus sur les gamma-GT. Mais sinon, il y a aussi assez peu de patients qui vont être finalement avec des auto-anticorps positifs, les antinucléaires, les antimuscles lisses. Et puis à la présentation, on va avoir un quart des patients à peu près qui ont une insuffisance hépatocellulaire. Radiologiquement, on a un recours assez limité en pédiatrie à la CPRE. Elle n'est pas disponible partout, c'est un examen qui est invasif et donc c'est vrai que ces cholangio-IRM sont très utiles. C'est l'examen clé dans le diagnostic. Elle est très sensible, avec une sensibilité qui atteint 90% dans les cholangites pédiatriques et qui nous permet aussi, en fonction de la présentation, parfois de faire aussi, de nous orienter vers le diagnostic étiologique. On peut avoir des aspects différents et certains qui vont nous orienter plutôt vers des cholangites secondaires. Par exemple, dans l'histiocytose langerhans, on va avoir des voies biliaires qui vont être rigides, peu ramifiées et avec des sténoses, par exemple à la convergence des voies biliaires ou au cholédoque. Dans la cholangite sclérosante auto-immune, ça va être un aspect qui va être vraiment arbre mort. Et puis, dans le déficit immunitaire, il va y avoir des dilatations, des irrégularités, plutôt pariétales, et puis des sténoses de la papille. Donc, en fonction de ces présentations de l'imagerie, on peut aller s'orienter vers une étiologie secondaire ou une autre. La biopsie hépatique, elle montre à peu près les mêmes choses que chez l'adulte. La chose qui est différente, c'est cette fibrose concentrique dont nous parlait Sarah, qui va être moins fréquente que chez l'adulte. Mais sinon, c'est pas forcément un examen qu'on réalise de façon très fréquente. Elle est rarement nécessaire, sauf si le diagnostic est complexe. Si on est sur un enfant une présentation d'un enfant presque asymptomatique ou avec quelque chose de très spécifique et pour lequel on trouve très peu de choses. Ou alors dans le cas des overlap syndromes, quand on suspecte une cholangite sclérosante auto-immune, dans ces cas-là, les biopsies sont faites. L'histoire naturelle de ces maladies, donc elles sont connues en pédiatrie grâce à un consortium international de presque 800 patients pédiatriques, avec des patients nord-américains, européens, d'Asie, d'Amérique latine aussi, et qui nous permet d'être c'est épidémiologique, hein, c'est vraiment de l'observation sur ce qui se passe et ce qui est décrit. En tout cas, la survie à 10 ans avec le foie natif, elle est présente pour quasi 80% de la population. Et le taux de décès dans cette série est de 1,4% à l'âge de 10 ans. Ça, c'est un autre travail qui a été réalisé notamment dans l'association CSP-MICI, parce que ce n'est pas toujours le cas, mais on connaît l'évolution de la MICI dans l'association avec la cholangite sclérosante, avec un phénotype de la MICI qui est particulier lorsqu'il est associé à une cholangite sclérosante. On a l'impression d'une maladie, ont été décrites des maladies plus calmes, avec moins de complications, mais une augmentation en fréquence du cancer colorectal. Là, c'est une étude cas contrôle de patients du registre EPIMAD, donc c'est un registre du nord de la France qui collige tous les cas de MICI adultes et enfants. Et donc on a apparié un cas pour 4 contrôles. Les cas sont les patients qui ont une association CSP-MICI et les contrôles sont les patients qui ont une MICI seule. Et les différences qu'on observe sont en termes de décès et de cancer, avec un risque relatif de décès à l'âge pédiatrique et adulte jeune. On s'est arrêté à 20 ans de 13,3 et un risque de cancer augmenté aussi à 28 fois le risque de la population générale, sachant que c'était des cancers qui pouvaient être à la fois coliques mais aussi des cholangiocarcinomes. On est un peu démunis en termes de guidelines en pédiatrie, on n'en a pas du tout. On a juste les quelques éléments d'observation de ce consortium pédiatrique. Et on est aussi un peu démunis en termes de traitement, puisqu'on a recours sur le plan médicamenteux à l'acide urso désoxycholique, donc à la dose de 13 à 15 mg kg/jour,
qui ont montré des effets sur la normalisation biologique, mais comme l'a montré Sarah, pas d'effet sur la survie, et puis même une série qui montre des effets délétères à forte dose. Et les effets au long cours et en très long cours sont assez peu connus. Et puis, on a l'utilisation aussi de la vancomycine péros, pareil, avec des séries pédiatriques qui montrent qu'il pourrait y avoir une amélioration paraclinique, en tout cas, chez des patients qui initialement étaient assez peu symptomatiques, et ces 2 petites séries qui reprennent une bonne partie des mêmes patients. En tout cas, ça se base effectivement sur ce déséquilibre du microbiote, et donc ça fait partie des molécules qui sont utilisées. Par contre, on a bien sûr recours au traitement symptomatique, au traitement des complications, au traitement de l'amitié associée. Et puis, c'est une pathologie pour laquelle il y a des bons résultats de la transplantation hépatique. La survie est à peu près 80% à 20 ans, qui est bien sûr contre-indiquée quand c'est une forme secondaire liée à un déficit immunitaire et qui peut récidiver sur le greffon à hauteur de 20%, mais je pense que ça va être le topo de juste après. Et puis bien sûr, c'est des patients qu'on surveille pour la survenue du cholangiocarcinome qui est rare chez l'enfant, mais qui a été décrit dès l'âge de 15 ans. Et donc, en pratique, ce qui est recommandé, c'est de réaliser une surveillance bisannuelle par échographie à partir de l'âge de 15 ans. Voilà ce dont on dispose en pédiatrie pour guider la clinique et la pratique, ce qui n'est pas forcément simple. Là, je vous ai repris juste... voilà. Ici, c'est les recommandations de l'adulte de la SLD. C'est juste pour vous dire que dans tout ce papier, le seul mot children est situé ici, là où on montre que c'est les gamma-GT dont on s'occupe chez les enfants. Donc, on est assez démunis. Et puis là, par contre, c'est le consortium pédiatrique qui a essayé de faire un arbre de traitement et de management médical. Mais donc, vous voyez qu'à part vancomycine et puis l'acide urso, on n'a pas d'autres possibilités. Donc, il y a des spécificités pédiatriques à ces maladies, avec un gros champ de recherche qui est ouvert aussi pour la pédiatrie, la compréhension du rôle exact du microbiome dans la pathogenèse, mais ça, a priori, Sarah nous a montré qu'ils allaient s'en occuper. Et puis, on a besoin d'essais cliniques pédiatriques pour valider les nouveaux traitements, ceux qui sont disponibles chez l'enfant, chez l'adulte, mais ceux qui sont aussi à l'étude. On n'a pas de biomarqueurs pour essayer de détecter de façon précoce tous ces patients qui sont asymptomatiques. Ça peut être une piste aussi. Et puis, pourquoi pas développer des registres nationaux chez ces pathologies très rares et assez hétérogènes. Donc, globalement, les cholangites sclérosantes pédiatriques, elles vont nécessiter des approches qui sont spécifiques de l'âge pédiatrique, pour lesquels on a besoin de collaboration multidisciplinaire, bien sûr avec les radiologues, avec les endoscopistes interventionnistes, mais aussi avec les hépatologues d'adultes pour effectuer des bonnes transitions chez ces patients qui ont besoin d'une attention particulière et à l'histoire naturelle de la maladie qui n'est pas toujours identique à celle de la CSP lorsqu'elle se déclare à l'âge adulte. Voilà, je vous remercie pour votre attention.